Bonjour à tous, ici Serge Bonin, vous écoutez Pensée courante, l'émission conçue pour les étudiants de 2e et 3e cycle et pour tous ceux qui ont de l'intérêt pour ce qui se passe quand on poursuit ses études au cycle supérieur. Nous sommes en direct du café Fou Allier situé au coin nord-ouest du pavillon Desjardins. Et l'Allier, bien sûr, pour ceux qui ne le savent pas encore, c'est l'association des étudiants et étudiantes de Laval inscrits aux études supérieures. J'en profite pour remercier nos principaux partenaires pour cette émission, soit l'Université Laval et l'Association des diplômés de l'Université Laval, bien sûr. Avec nous pour cette 3e émission, et oui, déjà la 3e, on va parler de projets littéraires avec Gabriel Marcoux-Chabot. On reçoit Estelle Houguet et Diane Ngom pour connaître la table du pain et la guignolée qui soutient cet événement qui aura lieu dès demain. Jean-François Laroche et Dominique Morin-Robitaille nous parleront de leur participation au concours Urbalitz d'aménagement en Suisse. Marie-André Laure a reçu le prix de la meilleure thèse de doctorat en éducation du Québec. Et Brian Mona sera avec Christian Joko pour parler de l'Université des savoirs populaires de Québec. On va explorer ce qui se cache derrière cette idée-là. La saison des conférences de la chaire publique Allier est terminée. Nous avons eu droit à des sujets très variés avec des publics différents, toujours curieux. On a pu parler de jeux vidéo, de régime de retraite, de revenus de base inconditionnels, de patrimoine immatériel. Et on a eu un nombre record pour notre conférence sur la charte des valeurs. La salle était pleine avec une diffusion en direct ici au Café Fou Allier, en plus du lien sur Internet sur le site d'Impact Campus qui compte aujourd'hui plus de 600 visionnements. On peut dire que ça fait beaucoup jaser cette fabuleuse charte. D'ailleurs, le lien est toujours disponible pour ceux qui voudraient l'écouter. C'est sur la page YouTube d'Impact Campus. Les conférences à venir, officiellement le 29 janvier, on parlera de médecine reliée au cerveau, avec entre autres... on parlera de cancer, d'Alzheimer, de Parkinson avec les docteurs Siam Sabri, Léo Quentin, Robert Laforce Jr. Le 12 mars, on parlera d'eau potable avec François Anctil, Manuel Rodriguez, Scott Mackey et Naila Naoufal. Et le 26 mars, nous parlerons de transhumanisme, soit la robotique, la nanomédecine, les manipulations ADN. Jusqu'où doit-on aller pour perfectionner l'être humain avec le philosophe belge Gilbert Ottois et un autre intervenant à confirmer. Surveillez notre site web, notre page Facebook. Nous aurons plus de détails et peut-être de nouvelles conférences à confirmer au cours des prochaines semaines. On a beaucoup d'invités aujourd'hui et 5 sujets très différents, passionnants. Et comme on veut passer beaucoup de temps avec chacun, eh bien, on va commencer tout de suite avec notre premier invité qui est Gabriel Marcoux-Chabot. Gabriel est doctorant en création littéraire, dont il vient de terminer sa maîtrise, il débute son doctorat. Il y a toutes sortes de projets connexes un peu autour. Donc, on va commencer par parler des ateliers. Tu fais des ateliers d'écriture dans les écoles. Oui, c'est un projet qui s'appelle Les Héritiers du Fou et qui est né en fait de mon premier livre publié qui s'appelait Le Rire du Fou, qui était publié une fois en 2004 et ensuite une deuxième fois dans une version augmentée et modifiée en 2011. Le Rire du Fou, c'était un roman? À la base, c'était une pièce de théâtre pour marionnettes que je jouais dans les rues de Québec et ailleurs dans la province. C'est devenu un recueil de poésie publié. OK. Et c'est maintenant dans sa forme de recueil de poésie qui continue d'exister parce que j'ai décidé d'abandonner le métier de marionnettiste en m'inscrivant à l'université en études littéraires. Et puis donc, de ce recueil-là est née l'idée de proposer un atelier d'écriture qui reprend les principales thématiques du recueil, sa structure aussi, et de proposer ça aux écoles primaires et secondaires. Okay. Ça fonctionne aussi bien avec des finissants, des ados de 17 ans en secondaire 5 qu'avec des jeunes de 5-6e année au primaire. Tout est permis, ça part des thèmes, puis après ça, tu peux explorer avec n'importe quel âge. Exactement, j'ai pas une formule contraignante, je vais pas là pour leur apprendre quelque chose, je vais là pour les accompagner dans un processus d'écriture qui les amène dans le fond de la création de personnages, à explorer toutes sortes de situations, d'émotions, et ensuite à choisir parmi ça ce dont ils ont vraiment envie de parler, ce qui les touche vraiment individuellement. Et après, à investir les ressources de la langue, procédés littéraires, procédés poétiques, pour le rendre de la manière la plus forte, efficace, puissante possible. Et au final, la particularité de mon atelier, c'est que ça donne lieu à chaque fois à la publication d'un livre qui rassemble tous ces textes-là, qui s'appelle à chaque fois Les Héritiers du Fou. Il y a eu le volume 1 en 2012, va paraître le volume 2 la semaine prochaine, et le volume 3 en janvier de cette année prochaine. Donc, c'est un peu la suite de ce que tu as publié déjà. Oui, exactement. Dans le fond, tout ça, c'est publié à une petite maison d'édition que j'ai fondée. Quand j'ai publié le Rire du Fou pour la 2e fois,
c'était en même temps le lancement de ma maison d'édition, qui vise pas à publier des auteurs établis ou tout ça, qui a une ambition plus modeste, mais que je trouve en même temps stimulante, qui est de publier les textes issus des ateliers. Exclusivement. À part mon premier texte à moi qui lançait le projet. Qui est la source, en fait. Exactement. Fait qu'à partir de maintenant, c'est toujours des textes d'élèves d'âges différents et puis qui découlent à chaque fois d'un atelier que j'ai donné. Ça doit pas être simple quand même d'avoir une maison d'édition. Comment on fait pour démarrer ça? Comment on finance ça? Il y a quand même... Ben, sur le plan du financement, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est une bourse Desjardins, volet entreprise que j'ai eu l'année dernière. Puis en gros, ça m'a donné les fonds nécessaires pour engager du monde. Parce qu'un livre, il y a plusieurs aspects à la production d'un livre, finalement. Et puis, ça m'a permis d'engager quelqu'un pour faire les illustrations. Le livre est toujours illustré d'une couverture, d'une peinture. À l'intérieur, il y a toujours d'autres illustrations. Ça m'a permis d'engager un comité de lecture. Ce qui fait que c'est pas juste... Je prends pas les textes des élèves, puis j'ai photocopie, puis j'ai relis. Ça passe par un vrai processus éditorial où ils sont lus, commentés par un comité de lecture que je paye pour faire ce travail-là, pour faire un travail professionnel, finalement, et d'engager aussi un réviseur linguistique pour avoir un travail final là, digne de n'importe quel livre qu'on trouve en librairie. Puis il y a des coûts reliés aussi à l'impression comme à l'impression elle-même, c'est ça. Mais en fait, il y a un système qui me permet de couvrir ces frais-là. Si la subvention la bourse me permet d'engager des gens, c'est que les jeunes, entre le moment où ils ont terminé l'atelier et le moment où le livre est publié, font une campagne de pré-vente. C'est-à-dire qu'ils vendent des livres qui n'existent pas encore, comme on faisait des campagnes de souscription dans le temps pour vendre des livres, comme Gaston Miron faisait à une certaine époque. Et puis, à ce moment-là, en fonction du nombre de livres qu'ils vendent, il y a toujours un pourcentage du prix de vente qui revient à l'école. La cote de l'auteur, la redevance de l'auteur revient à l'école. Et donc, cette redevance-là augmente en fonction du nombre de livres qu'ils vendent. C'est un incitatif à la vente. C'est mon petit côté capitaliste dans l'histoire. Mais ça fait plaisir à tout le monde dans le sens que plus ils vendent de livres, ben plus moi, ça me donne un montant d'argent fixe au départ, avant l'impression du livre. Ça me permet de défrayer les coûts d'impression en partant, puis après ça, de peut-être faire un profit éventuellement là, sur les autres livres qui sont distribués en librairie ou en vente sur mon site web. Et là, il y a une publication qui s'en vient bientôt. Oui, parce que j'ai donné l'atelier au mois de novembre aux élèves de 5e année de l'école Saint-Jean-Baptiste, ici au centre-ville de Québec. Puis, ça va être la publication, on va avoir leur lancement à l'école jeudi prochain, le 5 décembre. Puis, ce qui va être suivi le 7, c'est le fun, c'est le salon Nouveau Genre à l'église Saint-Jean-Baptiste, juste à côté. Fait que je vais être là en tant que représentant de la maison d'édition avec mes livres et les jeunes vont être là à titre d'auteur. Alors, ils vont participer à leur premier salon du livre, vont être là pour parler avec les visiteurs, signer des dédicaces et tout et tout. Est-ce que tu corriges les textes? Ben, moi, je fais un premier travail de révision, puis comme je disais tout à l'heure, il y a un réviseur linguistique qui s'arrange pour qu'il y ait de coquilles à l'intérieur des textes, disons. Mais au niveau littéraire, au niveau de l'histoire et tout ça, est-ce que comment tu travailles avec eux pour... C'est que à la fin du deuxième atelier, ils écrivent une première version d'un texte, de façon très libre, dans la forme qu'ils veulent, ça peut être de la prose, ça peut être de la poésie. Et à partir de ça, moi, je leur fais des suggestions. Je leur suggère chacun individuellement, je lis, commente les textes, d'utiliser certains procédés littéraires particuliers. Ce serait plus fort si tu utilisais peut-être la répétition, peut-être que tu t'enlevais ça, si tu simplifiais, tout ça, des commentaires de ce genre-là. Et dans le troisième atelier, là, je leur donne une formation à tous un peu plus générale sur les procédés littéraires. Et puis chacun retravaille son texte à sa manière. Donc, il y a une amélioration qui est faite à ce moment-là. Et après, les textes, là, sont remis c'est des poètes qui marchent ou qui écrivent ou qui lisent. Bref, c'est des professionnels qui lisent et qui recommentent une dernière fois. Et alors là, les élèves ont le temps de corriger, d'améliorer, ce qui fait que au final, on n'a pas d'immenses modifications à faire. C'est les textes des jeunes que vous lisez. Là, c'est pas moi qui ai écrit ces textes-là en faisant croire que c'est distribué où? Où est-ce qu'on peut s'y procurer? Aussitôt qu'ils vont être imprimés, il va en avoir dans les quelques librairies à Québec. Là, mes fidèles, c'est Zone à l'Université Laval ici, La Liberté à la Pyramide à Sainte-Foy, Pantoute au centre-ville. Puis sinon, pour ailleurs au Québec, qui sont en vente sur mon site web, peuvent être commandés avec carte de crédit, PayPal, ça arrive dans une boîte à mal, dans une belle petite enveloppe. Donc, c'est les éditions La Nef des Fous. Oui, c'est La Nef des Fous qui publie Le Rire du Fou et Les Héritiers du Fou. Parfait. C'est redondant, mais pertinent. On va basculer un peu sur tes projets d'écriture à toi, parce que bon, tu fais un doctorat en création littéraire. Tu as d'abord fait une maîtrise, peut-être nous parler un petit peu de ton roman que tu as écrit, qui est un roman plus pour adultes.
Oui, exactement. Une maîtrise ou un doctorat en création littéraire, des gens pour qui c'est un peu obscur, mais bref, c'est un programme qui nous permet de faire à la fois de la création. Dans mon cas, à la maîtrise, j'écris un roman pour adultes. Pour adultes, pas parce que c'est... Non, en fait, je vais dire pas parce que c'est particulièrement rempli de scènes de sexualité, mais en fait, oui, c'est rempli de scènes de sexualité. Puis là, au doctorat, ça va être un roman jeunesse de fantasy qui va rejoindre un peu le public de mes ateliers d'écriture, dans un certain sens. Mais t'explores un thème assez particulier en tout cas, tu veux explorer un thème assez oui, c'est ça. Fait que si je dis quelques mots brièvement de mes deux projets à la maîtrise, c'est un roman qui s'appelle Todroche, qui va être publié en 2015 aux éditions Druide, au début 2015. Et c'est un roman rural contemporain qui suit les aventures d'un héros campagnard belchassois. Je viens de Saint-Néry de Bellechasse, à Rive-Sud. Mon roman vient de là. L'action se passe dans un fondrant là, avec tout ce que ça implique de courses de démolition, de parties de Donjons Dragons et autres événements liés à la culture des jeunes, à la vie rurale. Le Donjon Dragon, c'est pas juste rural, disons, mais les courses de démolition, oui, je l'exploite beaucoup ce filon-là que je trouve intéressant. Puis ensuite, à travers ses relations avec le lieu qui habite, parce que c'est le fond de bois, c'est la campagne, c'est la rivière, c'est la nature. Puis en même temps, la famille, les vieux cultivateurs qui vivent encore comme il y a 70 ans, les jeunes qui savent pas exactement quoi faire de leur peau exactement, les relations avec ses amis. Ton personnage avec son principal, c'est un espèce fort, de... Oui, c'est un homme fort. Il s'appelle Todroche, c'est son surnom, c'est pas pour rien. C'est un homme dont on dit qu'il est aussi large que haut, finalement. Puis, qui a une carrure vraiment impressionnante. Un homme massif, j'en mets, là, parce qu'il y a un côté, il y a un petit côté conte rural dans certains aspects du roman. Fait qu'il y a de l'exagération beaucoup. Fait que c'est un homme fort avec un peu tout ce que ça implique. Puis, c'est un gagnant? C'est un gagnant dans un certain héros sens. Masculin. Oui, c'est ça. C'est en fait, de notre littérature. j'ai une certaine allergie moi envers les héros mous. Oui. Il y a une certaine tendance à faire des personnages masculins pas faibles, pas fragiles, juste mous, je trouve, ou des héros qui savent pas où ils s'en vont. C'est une des raisons pour laquelle j'ai toujours eu de la misère à lire Régent du Charme, qui écrit merveilleusement, mais ses personnages sont d'une mollesse désespérante, je trouve. Tout à fait. Puis Todroche renoue avec une espèce d'héroïsme classique. Là. Mon personnage, il est fort, il est bâti, il prend la parole au bon moment, il règle des situations, que ce soit par les mots ou par la force des bras. Mais j'aborde aussi une certaine fragilité féminine qui fait partie de lui et qui se développe dans le roman. C'est bon. Rapidement, je veux quand même que tu nous parles de ton projet de doctorat parce que le sujet m'a beaucoup intrigué. Alors, si tu veux y aller, quel thème tu abordes? Le bien et le mal, qu'est-ce que c'est dans ce livre-là? Ouais. C'est un roman de fantasy destiné à la jeunesse, dans lequel je remplace l'arrière-plan mythologique qui fait partie qu'on associe systématiquement à la fantasy, c'est-à-dire des créatures fantastiques, la mythologie, le bien, le mal, un combat, une quête et tout ça. Je remplace ça par une théorie littéraire. Et là, le but, c'est que ça soit intéressant et invisible un peu, parce que je veux pas faire un roman plate, didactique, qui explique aux adolescents c'est quoi la littérature, c'est quoi la prose, c'est quoi la poésie. Mais c'est un monde dans lequel s'opposent deux forces, s'opposent les forces vives de la poésie et les pouvoirs mortifères de la prose, finalement. Et mon héroïne est une jeune adolescente qui va apprendre à maîtriser les pouvoirs de la poésie pour sauver le monde, en gros. Le prosaïque versus le poétique. Exactement. Ben, très intéressant. J'ai bien hâte de pouvoir lire ce que tu vas faire. Enfin, j'espère qu'on pourra le lire. Hein. Je te souhaite toutes les chances du monde, les meilleures chances du monde. Voilà. Alors, merci à Gabriel Marcoux-Chabot. C'était notre première entrevue. Beaucoup. On passe maintenant à Estelle Houguet et Diane Ngom. Alors, toujours à l'émission Pensée courante, je suis avec Estelle Houguet et Diane Ngom. Estelle étudie en santé sécurité au travail. Vous me dites si je me trompe. Diane en droit, donc fait son doctorat en droit. Eux, ils sont bénévoles à la table du pain. Qu'est-ce que la table du pain? Pour ceux qui ne connaissent pas ça. Moi, je ne connaissais pas ça avant de vous rencontrer. En fait, la table du pain est un projet qui a été mis sur pied par la conférence Marie Guyard, qui est chapeautée par l'Association des étudiants catholiques de l'Université Laval, qui vient en aide aux étudiantes et étudiants de l'Université Laval en situation de précarité financière. En fait, la table du pain, grosso modo, c'est un comptoir alimentaire qui est disponible chaque mercredi après-midi, entre 10h et 13h, au pavillon Ernest Lemieux, juste là derrière, au 0581. Et en fait, nous avons des denrées alimentaires que nous donnons aux étudiants qui sont en situation de précarité. Il y a plusieurs variétés. Nous avons des céréales, nous avons des légumes. Oui, nous avons vraiment beaucoup de choses qu'on leur donne. Donc, c'est tous les mercredis. Oui, tous les mercredis. On peut se pointer là, c'est entre 10h et 13h. OK. 11h pour
pour les bénéficiaires. 11 heures pour les bénéficiaires. 10 heures, c'est les bénévoles qui commencent le travail parce qu'il faut tout monter. On ne trouve rien dans la salle. Une salle qui nous est prêtée par l'université. Donc, il faudrait qu'on monte tout et qu'on soit prêt justement pour accueillir les bénévoles dès 11 heures. OK. Donc, ça, c'est le travail des bénévoles, monter la salle, accueillir les gens. Tout à fait. Là, il y a une table du pain. Il y a aussi une table de café, une table à café. Je ne sais pas comment vous la nommez. C'est un peu le côté social de la chose. OK. En fait, les gens passent sur le comptoir alimentaire, ils viennent se servir donc les denrées qu'on distribue, et ensuite ils viennent prendre un café, un gâteau, et ils s'assoient sur les tables, et là c'est les moments d'échange où ils peuvent discuter, créer des liens, se faire des amis, et puis briser la solitude, et puis beaucoup le travail qu'on a à l'université. Oui. Est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes qui fréquentent Oui. En moyenne, nous comptons près de 200 étudiants chaque mercredi en moyenne. Okay. Quand même, c'est pas mal. Et des étudiants, est-ce qu'il y a un profil type des étudiants qui sont là? Est-ce que vous reconnaissez toujours les mêmes personnes ou c'est différent à chaque fois? Non, il y a vraiment des récurrents, des habitués, comme on dit, mais il y a aussi des nouvelles personnes. OK. Ouais. Oui. Et comment vous faites pour, vous avez un mandat un peu d'entamer la discussion avec ceux qui veulent pas parler. Comment vous faites pour vous diriger vers ceux qui sont seuls ou comment vous faites pour repérer ces gens-là? En fait, c'est vraiment par l'observation. C'est vraiment l'observation parce que les personnes qui sont comme un peu fermées, elles ont tendance à s'isoler, même au niveau de la table à café. Elles prennent leur café, elles prennent leurs friandises et vont s'asseoir justement dans leur coin. Lorsqu'on observe ce genre de personnes, on va vers elles. On essaye de sortir un sujet qui n'a rien à voir, vraiment un sujet impersonnel sur lequel, en principe, tout le monde dirait quelque chose. D'entamer une conversation. Oui. Voilà. Exactement. Et alors, la personne commence à s'ouvrir. Et là, on commence, on établit un lien de confiance pour qu'elle puisse mieux socialiser, commencer au moins à socialiser avec nous. On commence à l'intégrer justement dans d'autres groupes. Est-ce que vous avez une formation? Mais c'est qu'il n'y a pas de différence entre les bénévoles et les bénéficiaires. Il n'y a pas de formation à proprement parler. Il y a une formation d'écoute qui va bientôt se faire. Mais c'est ça, on y va avec le cœur et puis on crée des liens comme toute personne normale, on se fait des amis. C'est ça. C'est vraiment une entreprise, le cœur sur la main. On est en pleine ouverture à l'autre, puis on essaie d'intégrer un peu tout le monde. C'est vraiment ça, c'est vraiment ça, solidarité et entraide. La nourriture vient de où? Alors on a Moisson Québec qui nous fait des dons. En fait, on va plutôt parler du financement pour savoir d'où est-ce qu'on a nos produits. On a des dons. La collecte de fonds qu'il y a demain, en fin de compte, ça va être la majorité des choses qui vont nous permettre en fait d'avoir nos produits. Après, on a des dons de Moisson Québec, on a des dons financiers des associations, de plusieurs associations, par exemple à l'université, de la Société Saint-Vincent-de-Paul, par exemple. Et c'est ça, on fait quelques appoints Provigo, mais la majorité, c'est vraiment des choses que les gens nous donnent. Et c'est comme ça qu'on fait. Et si on veut donner de la nourriture, par exemple, où est-ce qu'on fait ça? Est-ce qu'il y a un point de chute? Est-ce qu'on doit aller là le mercredi absolument pour donner les denrées? Oui, il faudrait aller là le mercredi parce que c'est chaque mercredi que ça se déroule. Et c'est souvent chaque mercredi qu'on peut savoir où est-ce que nous sommes. Soit nous le faisons, soit on essaye d'entrer en contact avec les membres du conseil d'administration de la table du pain qui pourraient justement nous donner essayer de nous dire comment est-ce que la personne pourrait venir nous donner les denrées et tout. Il y a un conseil d'administration, donc vous êtes combien sur le conseil? On doit être 8 ou 10. On est 10. Oui. Merci, Diane. Une dizaine de personnes. Donc, demain, en fait, c'est la guignolée. C'est bien ça, la grande guignolée des médias. Oui, c'est demain. Donc, c'est ici sur le campus, vous êtes un peu partout. Là, j'imagine que vous avez besoin de beaucoup de bénévoles pour cette journée-là. On est partout. On a 24 portes à couvrir sur 9 heures de temps. On a besoin du maximum de bénévoles avec des tirelires pour faire de la collecte de fonds pour qu'on ait une table et qu'on ait de la vie dans cette activité. Fait que c'est vraiment important de trouver des bénévoles parce que sans eux, il n'y a plus d'activité du tout. Et ils s'adressent où, ces bénévoles-là? Comment ils font pour vous trouver? C'est demain, mercredi, là, mais s'ils veulent s'impliquer dès le matin, avant même la table du pain, comment on fait pour vous trouver? À l'entrée du pavillon Le Mieux, il y a notre quartier général qui sera juste là, à l'entrée du pavillon Le Mieux, à partir de 7 heures du matin. Donc les gens ils sont pas obligés de s'inscrire, peuvent arriver là spontanément. Oui, ils peuvent venir juste spontanément. Toute aide est la bienvenue. À n'importe quelle, on a besoin qu'1 heure de leur temps.
Entre, plus. Ou plus. Pour les plus généreux, entre 8h et 18h. C'est bon. Christian, tu avais une question? Ah, une précision. Peut-être pas une question, mais juste pour encourager les bénévoles de la table du bain, parce que moi, j'ai été bénéficiaire pendant au moins une année quand je suis arrivé à l'université Laval. Donc, c'est une très, très belle initiative. Au-delà des denrées qui sont offertes aux étudiants, c'est aussi un cadre de socialisation très important parce qu'à côté des denrées, il y a justement une table à café où tu peux rencontrer, tu peux discuter, échanger. Et je pense que Diane l'a si bien mise en évidence. Donc, je pense que c'est une initiative à encourager. D'ailleurs, l'Allier vient je pense chaque année en soutien à la table du pain. Oui. Je sais pas, à concurrence d'un certain montant. Non. Mais je vais dire tout simplement, c'est qu'il faut vraiment encourager cette initiative. C'est une très, très belle initiative qui profite en soi à tous les étudiants, sans exception et sans discrimination. Je présume que particulièrement ceux qui arrivent à l'université, qui n'ont pas encore beaucoup de contacts, c'est un endroit où on peut se réseauter facilement. C'est les étudiants étrangers. C'est une activité, mais au-delà de ça, on est quand même une grande famille. Je ne sais pas si toi, Christian, Oui, tu as l'impression d'avoir ça. Mais moi, j'ai rencontré beaucoup d'amis. J'ai rencontré d'ailleurs Diane dans ce cadre. Même si, voilà. Est-ce qu'on peut donner autre chose que de la nourriture? Oui. En fait, il y a une aide individuelle. Et une aide individuelle, justement. Cette aide individuelle, vraiment, c'est pour des personnes qui viennent, c'est pas seulement la nourriture qui leur manque. Et il y a tout qui leur manque. Elles n'ont pas de logement, elles n'ont pas de vêtements, elles n'ont rien. Elles sont vraiment dans un état de pauvreté extrême. Okay. Donc, on essaie du mieux qu'on peut de leur venir en aide en leur pourvoyant, justement, ces différentes choses, des vêtements, des bons alimentaires, justement, pour aller s'approvisionner, même quand la table du pain n'est plus quand les bénéficiaires peuvent pas venir à la table du pain le mercredi, ils viennent dans nos bureaux pour demander de l'aide individuelle et puis avec les bons, on peut les aider comme ça. OK. Oui. Mais vos bureaux sont où à ce moment-là? C'est au pavillon Le Mieux et c'est le bureau... Le bureau de Jean Bénard au 1573. OK, c'est bon. Donc, on peut aller voir là. J'imagine que, vous avez dû faire des rencontres, des amitiés qui se sont soudées au fil de la vie. Peut-être que vous avez aussi des anecdotes ou des belles histoires à raconter des gens qui étaient peut-être un peu perdus, désespérés, que vous avez pu aider. Je ne sais pas, avez-vous quelques événements qui se sont produits à cette table-là? En fait, je vais comme rapporter un événement. C'est pas tant une personne qui était en détresse, parce que il faut le dire, les personnes qui viennent là, surtout dans le cadre de la socialisation, elles sont moins ouvertes parce que nous sommes tous des étudiants. Parfois, il y en a une certaine gêne d'exposer sa misère, une certaine gêne d'exposer ce que nous vivons. Donc, en fait, ce qu'elles font, c'est que c'est vraiment un retour. C'est beaucoup plus un retour lorsqu'elles se sont senties bien entourées, quand elles se sont senties comme relevées de leur état. Comme dernièrement, justement, la présidente représentante du conseil d'administration, Roula, le relevait qu'il y a justement un étudiant qui est rentré dans son pays, qui a été pendant toute sa période d'études ici aidé par la table du pain. Il est rentré dans son pays et le premier salaire qu'il a gagné, il a renvoyé à la table du pain. Ah, formidable. Donc c'est vraiment ça. Et justement, pour aller dans le même sens, les bénévoles, il y a des bénévoles qui sont bénéficiaires. Tellement ils reçoivent de la table du pain qu'ils veulent donner quelque chose. Ils donnent leur temps. C'est la meilleure façon de faire. Hein? Oui. Votre objectif financier, combien ça prend de sous à peu près pour faire rouler la table du pain une année? Donc pour demain, ça prend beaucoup de sous. Vous allez être un peu partout. Oui, ça Quel est l'objectif? Pour l'année, là, 20 000 $, on a besoin à peu près. Minimum. Okay. Ouais, minimum. Donc on invite les gens à être généreux. Vous allez être un peu partout. On les reconnaît comment, les gens de la Guignolée? Ils ont un petit bonnet, une petite cloche et une grande tirelire. Et puis ils font « Hey !» Oui. Exactement. Est-ce qu'on termine ça avec une petite chanson de la Guignolée? Un petit extrait? Oh my goodness! Bon, on va essayer, hein? On essaye? Ah ouais. Rapidement, un petit bout, juste pour nous faire plaisir. Oh my! Bon. La Guignolée, la Guignolée, la Guignolée, la Guignolée. Formidable. Merci Esther Houguet et Diane Gomme. Merci à vous. Nos prochains invités seront Jean-François Laroche et Dominique Morin-Robitaille. Toujours à l'émission Pensée courante en direct du Café Foilier, je suis avec Jean-François Laroche et Dominique Morin-Robitaille. Ils sont tous deux étudiants à la maîtrise en architecture et design urbain et ils ont participé au concours Urbalitz en Suisse. Qu'est-ce que le concours Urbalitz? En fait, le concours Urbablitz, c'est une charrette,
un processus participatif qui a été mis en place par la municipalité d'Yverdon-les-Bains pour requalifier leur place publique principale qui se trouve juste à la sortie de la gare, à l'entrée à Yverdon. Donc, c'est un concours qui était décerné à 5 équipes étudiantes internationales qui venaient de Suisse, du Québec, de la France et d'Italie. Et ces équipes étudiantes-là étaient invitées pour, suite à des consultations qui avaient été faites avec la population, l'objectif était de brasser des idées, d'amener des étudiants avec des idées un peu folles pour montrer en fait que que la place... Ça y est, c'est le métro de Suisse qui vient de passer, le métro d'Yverdon-les-Bains. En fait, il voulait montrer que la place pouvait être quelque chose d'un peu plus farfelu que les idées un peu convenues qui étaient pensées par la population. Donc, on était vraiment là dans cette idée-là. Un concours on était invité sur une semaine, mais une réflexion en fait, un travail qui était élaboré sur 24 heures. Et où on arrivait, puis l'objectif était vraiment, en fait, de sortir des idées nouvelles, un peu folles pour épater, en fait. Vous aviez 24 heures seulement? 24 heures. Seulement. Donc, vous étiez combien dans l'équipe? On était 5. 5. Ouais. Et comment ça se déroule, le processus? Le processus, est-ce que mon micro marche? Oui. Le processus de la charrette, en fait, comme Jean-François venait de le dire, c'est un processus participatif. Ça va? Oui, okay. Ouais, ça marche. C'est bon. Donc, il y a eu plein d'entrevues, différentes façons qu'ils ont fait pour recueillir des données à la population. Qu'est-ce qu'on veut sur notre place? On veut des espaces verts, des espaces de jeu, on veut pas de stationnement. Et là, nous, on avait des conférences avec ça, on était mis au fait de ces informations-là. Puis aussi, on participait à des séminaires, on visitait le lieu. Mais le processus en tant que tel, c'était pendant 2 jours, on était dans une salle et ils nous demandaient produisez, imaginez, faites 2 planches, c'est-à-dire des illustrations qui rendent ce que vous pensez qui est possible à faire sur cette place-là. Mais le mandat, c'était l'utopie. C'est imaginer à l'extérieur de la boîte. Et c'est vraiment ça qui a été le résultat. Qu'est-ce que c'est cette place-là? C'est la place d'Armes. Comment vous la décririez? J'imagine que vous avez un petit cours historique de l'endroit. En fait, la place d'Armes, c'est vraiment son usage d'origine est fidèle à son nom. Donc, c'est un ancien champ de tir qui était prévu, qui faisait vraiment la limite inférieure de la ville. Donc, Yverdon-les-Bains est situé juste à côté d'un grand lac. Et la place d'Armes avait été venait créer une limite franche entre le lac et la ville, et la vieille ville. Donc aujourd'hui, ça s'est urbanisé. On a construit la gare principale qui environ en fait, Yverdon-les-Bains est à 20 minutes de Lausanne. Donc il y a beaucoup de flux qui se passent entre Yverdon-les-Bains. Les gens partent, vont travailler à Lausanne, reviennent le soir et doivent passer à travers la place d'Armes pour se rendre dans le centre historique. Donc c'est vraiment la porte d'entrée de Yverdon-les-Bains, c'est la place d'Armes. Et en ce moment, c'est... En ce moment, c'est des stationnements. Aux donc, 2 tiers. Et la ville a eu récemment l'idée, il y a quelques années, de faire un jardin japonais au centre d'une place en Suisse. Donc, qu'on a questionné d'ailleurs parce que, en fait, ils voulaient redonner un peu une qualité à ce lien-là, mais par une intervention ponctuelle qui manquait un peu de force. J'imagine que ce stationnement-là est quand même utile. Qu'est-ce qu'ils veulent faire avec? Ils vont le volatiliser, ils vont enlever les voitures? L'hypothèse de la ville et qui a été conservée, dans le fond, dans notre projet, c'était de faire un stationnement souterrain. Mais ça, c'est votre hypothèse à vous? Ça faisait partie... ça faisait partie des contraintes du concours. Mais finalement, nous, on est parti avec l'idée d'un concept qui part de l'Europe, qui s'appelle la rue partagée. C'est-à-dire que l'espace public qui est la rue devient place parce que c'est une même matérialité et voiture, vélo, piéton, cela partage et comme ça permet finalement que tout le monde est conscient qu'on partage une même surface, donc on se côtoie avec plus de respect à ce moment-là, ça permet de diminuer les vitesses et que finalement ça devient des rues qui sont parfois plus sécuritaires que les rues contemporaines qu'on connaît. Vous parlez du concours, vous appelez ça un concours charrette ou je ne sais pas trop comment vous le qualifiez. Est-ce que c'est concours charrette ou enfin d'où vient le mot charrette dans ce truc-là? Je vais me faire l'expert historique cet après-midi. En fait, la charrette, c'est un concept qu'on voit beaucoup dans tous les processus de conception. Ça vient de l'école des beaux-arts dans l'ancien temps,
où les gens devaient remettre leur... en fait, il y avait une charrette qui passait à travers les ateliers de conception et les gens devaient remettre dans la charrette leurs tableaux, leurs peintures, et après ça, la charrette s'en allait au jury qui allait évaluer les projets. C'est un terme qui est resté aujourd'hui et qui détermine en fait une période de conception très très courte dans le temps où... et là, ce qui est de plus en plus fait, ou de ce que nous, on a le plus connu, c'est vraiment des idées de conception sur un court temps. Donc, on doit plus plancher sur les idées que sur tout ce qui est plus concret ou technique. D'où l'expression « ne manquez pas la charrette ». C'est à peu près ça. On passe à une petite pause de 2 minutes. On revient avec vous, les gars, Dominique Morin-Robitaille et Jean-François Laroche. T'as un vieux jouet qui réclame une deuxième vie? Alors participe à la 17e campagne d'Apporte ton jouet. Les 26, 27 et 28 novembre prochains, l'équipe de Préambule Communication sera présente dans les pavillons Desjardins, de Coninck, Vendry et Palacis-Prince pour les récolter. Apporte ton jouet, c'est aussi l'occasion de donner des denrées et dons monétaires. Tout sera remis à la Fondation Saint-Vincent-de-Paul en collaboration avec Chiz 94.3 et Impact Campus. La troupe de théâtre Les 13 de l'Université Laval présente Overtime, création originale des comédiens et du metteur en scène Simon Lepage. Un lieu commun, une montagne russe. Un besoin commun, changer. Au moment où vous avez quitté la pièce, son cœur s'est arrêté de battre. C'est pas parce que je fais du scrapbooking qu'il faut que tu partes sur tes grands chevaux. T'es le gars qui a la meilleure vision du jeu, t'es pas un scoreur, mais t'as de la drive, les gars, ils te font confiance. Overtime, un spectacle bombe atomique présenté du 26 novembre au 1er décembre au Théâtre de Poche du pavillon Maurice-Polac. Pour information, les13.org. Merci à Privilège Jim pour sa contribution au projet. Impact Campus, c'est le journal des étudiants de l'Université Laval. Gratuit tous les mardis, le journal couvre l'actualité politique, culturelle, sportive et scientifique du campus et de la ville de Québec. Ne manquez pas non plus la web télé sur le site web impactcampus.qc.ca. Entrevues, reportages et couvertures en direct des événements et des personnalités qui font vibrer la ville et le campus de l'Université Laval. Impact Campus, votre journal étudiant. Gratuit tous les mardis ou sur impactcampus.qc.ca. Vous l'attendiez, vous l'avez! Chiz 94.3 FM a maintenant son application pour iPhone. Trouvez-la sur votre App Store Apple au moyen du mot-clé Chiz. CHYZ. En continuel développement, cette application vous permet d'écouter Chiz 94.3 où que vous soyez dans le monde. Bientôt disponible pour Android. L'application iPhone de Chiz 94.3 FM reste connectée à ta radio. De retour en direct du Café Foualier, toujours l'émission Pensée courante. Je suis avec une panoplie d'invités, tous plus intéressants les uns que les autres. On était en train de parler avec Dominique Morin-Robitaille et Jean-François Laroche du concours Urbalitz, concours d'aménagement urbain en Suisse. Donc, vous me parliez de 5 équipes internationales et vous avez reçu, ni plus ni moins, que le prix du jury. Voilà, on a eu cette chance-là. Après, j'avoue, un travail acharné, mais... je pense que c'est la formation à l'école d'architecture puis le fait qu'on ait justement fait beaucoup de charrettes qui nous a donné peut-être un pas d'avance, c'est-à-dire qu'on était habitué à faire ça, on savait quoi faire, on se connaît beaucoup depuis longtemps. Okay. Donc vraiment, il y avait une chimie puis une espèce de savoir-faire qui nous a permis d'avoir un projet qui avait de l'allure. Ça a bien fonctionné. Ouais. Donc, est-ce qu'il y avait un prix en argent qui était rattaché à ça? C'est plutôt une palme, disons, honorifique, mais on a reçu, oui, c'était 100$ chacun de voyage. Donc, pour une petite gâterie pendant le voyage. Voilà. Si vous pouvez nous décrire un peu votre projet, qu'est-ce que vous avez imaginé pour cette place-là qu'on a décrit un peu rapidement, là, qui en ce moment est un stationnement? En quoi on le transformerait? En fait, Dominique vous l'a un peu introduit tout à l'heure. Nous, quand on est arrivé là, ils nous ont donné un mandat de travailler sur la place publique d'Yverdon-les-Bains, qui est cet endroit, qui est en fait cette place de stationnement à l'heure actuelle. Et ce que les gens semblaient pas se rendre compte, c'est que tout autour, il y a une panoplie d'espaces publics qui sont la rue, les devantures de magasins, des stationnements en bordure de rue, qui en fait comptent pour le double de la superficie de la place que eux nous demandaient de travailler. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est que vous avez amplement d'espace public que vous ne considérez pas, qui est mal aménagé. Donc, avant de se préoccuper de ce grand rectangle qui forme la place d'Armes, vous devriez réaménager l'espace existant et transformer en fait cet espace-là au centre. En fait, la prémisse de base c'était de faire un grand trou et de dire que vous n'avez pas besoin de cet espace-là. L'espace en fait se trouve autour de la place. Okay. Et dans un second temps, on est allé du côté utopique, un peu ludique, pour en faire une immense piscine, un grand bain pour Yverdon-les-Bains.
Ah voilà, donc, vous avez joué dans les cordes sensibles. Hein? Exact, vous avez exact. cherché sur l'identité même de la place. Et de jouer sur le fait que Yverdon-les-Bains est une ville bâtie près de l'eau, mais qu'à cet endroit-là, la gare est venue couper tous les liens en fait que la ville avait avec son plan d'eau à l'arrière. Donc de ramener l'eau au cœur de la ville et d'en faire en fait une porte d'entrée qui nous dit bienvenue à Yverdon-les-Bains, voici le plus grand bain du monde. Il y a un aspect très original aussi, c'est qu'on peut enlever l'eau et ça devient... Qu'est-ce que ça devient? Ben, ça devient un espace événementiel. On peut y faire des spectacles, des rassemblements. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on apprécie dans nos projets qu'on a fait ensemble, c'est-à-dire de créer des espaces qui sont flexibles, qui sont changeants et qui s'adaptent à la température, aux saisons puis aux activités qu'on veut y faire. Elle vient de où, cette idée-là? Est-ce que ça existe déjà, ça? Une espèce de piscine qui se transforme en scène? Ben, ça, disons que c'est plutôt une utopie. On n'a pas évalué la possibilité technique, la faisabilité avec des ingénieurs qui nous prendraient absolument, je pense, mais c'était vraiment pour signifier, dans le fond, que c'était important d'avoir des espaces qui sont de cette flexibilité. Okay. Mais on le voit, en fait, au Québec, l'hiver, on vide les piscines creusées, on en fera presque rien, mais en fait, ils ont des potentiels incroyables de réutilisation. Et on le voit dans toute la culture du skateboard, par exemple, les gens vont le réutiliser comme un endroit comme un espace de jeu. Donc, ces endroits en creux, là, sont des espaces de possibilités que nous, on a voulu amener directement sur la place à Yverdon. Mais vraiment, ce projet-là, c'était pour faire rendre compte aux gens qu'il n'y avait pas juste les places publiques délimitées par, 4 bâtiments institutionnels, mais l'espace public dans une ville, c'est vraiment la rue, les trottoirs et les places publiques. C'est tout ça, l'espace public. C'est ça. On parle de trottoirs, donc j'ai vu dans votre projet, sur votre dessin, qu'il y a aussi des trottoirs qui traversent carrément au-dessus de la piscine. Là. Donc, c'est pour faire une espèce de... Il fallait garder une certaine perméabilité. On voulait quand même que les gens n'aient pas à tout faire le tour, donc c'est des aspects un peu de parcours qui sont importants. Si on peut nommer les autres membres de l'équipe qui sont pas avec nous, vous étiez 5, donc... Oui, bien sûr. Il y avait Alexandre Boulian, Éric Lisette et Anthony Bouchard, qui sont nos 3 collègues qui nous ont pas joints aujourd'hui. Voilà, on félicite toute cette équipe-là. Dernière question, quels sont vos projets d'avenir? Qu'est-ce qui s'en vient pour vous là-dedans? Ça tombe très bien parce qu'en ce moment, Jean-François, moi, et aussi les autres membres de l'équipe, on est tous à travailler sur un projet qui a lieu depuis 21 ans à l'école d'architecture qui s'appelle l'Objet, qui cette année est l'édition illimitée. Donc c'est carrément un encan de design, d'objets de design. Cette année, à l'hiver, il va y avoir une charrette, encore une fois à l'école, où tous les étudiants de tous les années vont avoir pour mandat de construire un objet innovateur qui sort de l'ordinaire, puis qui allie plein de trucs qu'ils apprennent à l'école. Et ces objets-là vont être vendus à l'encan au Musée de la Civilisation le 16 mars. Dans le mois de mars. 16 mars, dans ces eaux-là. Oui. Est-ce qu'on a ce concept-là de charrette en création littéraire? Comment on peut appeler ça? Une espèce de blitz d'écriture, des nuits de poésie? Ou... Ça existe, c'est pas systématique, disons. Puis moi, c'est pas quelque chose qui m'attire beaucoup. Moi, quand je prends quelque chose, ça me prend des années à le travailler. Fait que mon roman, je travaille une phrase pendant un avant-midi, puis 5 ans après, il finit par se réaliser. Ça a été le cas de ma maîtrise. Mais ça existe à petite échelle dans des marathons d'écriture qu'il y a au niveau collégial, auxquels j'ai participé, puis sont intéressants aussi, où on a des ateliers très limités dans le temps, où on doit produire toute la nuit toutes sortes de textes. Ça se reproduit aussi, je sais qu'il y a une nuit de la création au Musée des Beaux-Arts à chaque année, où là, les étudiants proposent toutes sortes de projets. Et là, dans ces eaux-là, des fois, il émerge des projets de ce type-là. L'année dernière, j'avais participé à une tentative d'épuisement d'une œuvre de Riopelle, où on était un paquet d'écrivains, 4 heures de temps devant l'hommage à Rosa Luxembourg. On essayait d'écrire le plus possible, de produire des choses à partir de ça, tout ce qu'on pouvait tirer de l'observation de l'œuvre. Alors, des trucs similaires, mais je pense à cause de la... On n'utilise pas le terme charrette. Non, puis on n'a pas il n'y a pas d'entreprise, de ville ou d'entité institutionnelle qui ont besoin des résultats de nos textes. Donc, le besoin de produire quelque chose d'efficace rapidement est un peu moins là. Jean-François Laroche, Dominique Morin-Robitaille, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Prochaine invitée, Marie-André Laure. On bascule du côté des grandes questions de l'éducation. Marie-André vient de terminer son doctorat en éducation et est maintenant professeure au département d'études sur l'enseignement et l'apprentissage.
Elle a reçu le prix de la meilleure thèse de doctorat en éducation au Québec. Rien de moins. Félicitations. Merci. Qu'est-ce que c'est au juste? Comment ça fonctionne pour donner ce prix-là? C'est un prix qui est provincial? Oui, c'est un prix qui est provincial. En fait, c'est l'Association des doyens et directeurs des universités, des facultés des sciences d'éducation au Québec. Donc, chaque université présente un candidat. Mais avant, dans chacune des facultés, il y a un processus de sélection. Donc, pour vous donner l'exemple de l'an passé, en 2012, pendant l'année 2012, il y a eu une vingtaine de thèses soutenues, donc déposées et soutenues à la Faculté des sciences d'éducation de l'Université Laval. Il y a eu un processus à l'interne, donc le vice-doyen à la recherche et d'autres professeurs ont évalué les thèses qui ont été soutenues, déposées, et la mienne a été sélectionnée comme étant la meilleure de la faculté. Okay. Bon, à ce moment-là, on m'a demandé si j'étais intéressée de présenter cette thèse-là au concours de la DEREC pour la meilleure thèse en sciences d'éducation au Québec. Donc, chaque université de la province faisait la même chose. La DEREC, je me souviens jamais précisément de l'acronyme, mais c'est l'Association des doyennes, directeurs, directrices des facultés des sciences d'éducation au Québec. Là, bon, il me manque un petit peu avec les lettres, mais bon, c'est ce que ça veut dire. C'est bon. Alors voilà. Et finalement, c'est ça. J'ai préparé le dossier, donc c'est-à-dire rédiger des lettres, demander des lettres de recommandation, faire une lettre dans laquelle on argumente, on prouve que c'est notre thèse qui est la meilleure en sciences d'éducation, qui a une pertinence sociale et scientifique sur le plan de la recherche. Puis finalement, mais c'est ça, j'ai ça a gagné. Fonctionné. Oui, voilà. Ça faisait quand même un bout de temps que c'était pas arrivé à l'Université Laval. Oui, je me souviens plus, c'est écrit sur le site, mais bon, je pense que je me souviens qu'en 2001, un professeur, un de mes collègues l'avait gagné. Puis, si je me souviens bien, de 2001 à 2012, je suis pas certaine, mais je pense qu'il n'y en a pas eu énormément à l'Université Laval. C'est quand même exceptionnel. Oui, voilà. Oh, formidable. On va parler de cette fabuleuse thèse, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est? Sur quoi ça portait? La didactique du français? Oui, la didactique du français. Tout à l'heure, j'entendais la première personne à communiquer qui m'a fait bien rire, Gabriel Marcoux-Chabot, en disant, alors moi, mes romans ne sont pas des romans didactique plate, mais c'est juste drôle parce que je comprends très bien que dans le cadre pour un roman, effectivement, on s'attend pas nécessairement à ce que ce soit didactique, mais bon, la didactique, je vous rassure, n'est pas toujours plate, ou bien au contraire. Donc moi, j'ai fait une maîtrise et un doctorat en didactique du français ici à l'Université Laval, et mon mémoire de maîtrise portait sur les pratiques d'écriture, puis des élèves du secondaire, et j'ai décidé d'avoir une autre cible pour le doctorat, et c'était les pratiques d'enseignement de la grammaire. Okay. Donc la grammaire qui est souvent un sujet très très épineux, qui soulève bien des débats socialement. Alors je voulais savoir, entre autres, la raison pour laquelle j'ai décidé de faire cette thèse-là, c'est que depuis 1995, dans les programmes d'enseignement du secondaire, et depuis 2001 dans les programmes d'enseignement du primaire, les prescriptions ministérielles concernent la grammaire dite nouvelle ou rénovée. Alors, puis on entend souvent on entend souvent parler des gens dans la population qui vont dire si les jeunes écrivent mal aujourd'hui, c'est en raison de la grammaire nouvelle. Oui, ça c'est assez récurrent. Les jeunes écrivent mal, on entend ça presque à chaque génération. Là. Et il faut, oui, c'est à chaque génération, depuis les insolences du frère Untel, et même, je vous dirais, avant. Il y a justement, c'est répertorié dans les archives. On voit bien que année après année, il y a toujours eu un âge d'or de l'orthographe. On maîtrisait mieux l'orthographe dans notre temps. Et bon, c'est encore le cas aujourd'hui, c'est ce qu'on dit. C'est vrai? Non, les études montrent au contraire que c'est depuis les années, disons, 70-75, c'est assez stable. Il n'y a pas d'amélioration notable, mais c'est pas plus catastrophique que c'était en 75. Donc, les taux d'erreur aux 10 mots sont relativement les mêmes. Okay. Alors, est-ce que c'est bon signe ou pas? Il n'y a pas eu d'amélioration. Donc, il y a eu, justement, en raison du fait qu'il n'y a pas eu d'amélioration, la grammaire dite traditionnelle, on s'est posé des questions. On s'est dit, on enseigne la grammaire depuis des années, pendant 11 années de scolarité obligatoire, puis au bout du compte, les élèves font toujours autant d'erreurs. Est-ce que ce sont les mêmes erreurs? Oui, les erreurs d'orthographe, grammaticales, lexicales, syntaxe, ponctuation, etc. On essaie d'assouplir l'orthographe, mais est-ce qu'on fait la même chose avec la grammaire? Pas vraiment. Mais je vous rassure, la grammaire, on entend toujours les gens dire qu'il y a plus, c'est une langue d'exception, la langue française, qu'elle est difficile. Bon, l'orthographe, oui, est opaque, elle est pas transparente, mais il y a beaucoup plus de régularité.
dans la langue française que d'exceptions. Et ça, c'est répertorié. Certaines études le prouvent. Je donne l'exemple du fameux participe passé avec avoir. Dans 87 à 88% des cas, les occurrences les plus fréquentes, c'est lorsque le complément direct est placé après. Donc, il y a plus l'accord se fait pas. Alors là, il y a peut-être des oui, là c'est ça. Là c'est pas évident là de discuter de grammaire à la radio parce qu'on n'a pas de support visuel. Puis si je commence à parler mes termes de métalangue grammaticale, complément direct, indirect, puis là je dis plus objet direct que je vous ferai remarquer parce que justement ça c'était la grammaire traditionnelle, il y a eu des petits changements. Mais quand on parle de nouvelle grammaire, c'est des nouvelles appellations, des nouvelles façons de la penser. C'est ce qu'on entend souvent, hein, les gens pensent que nouvelle grammaire égale nouvelle terminologie uniquement. Oui, il y a eu des changements dans la terminologie, mais s'il y a eu des changements dans la terminologie, c'est fondamentalement, il y a eu des fondements, il y a eu des changements dans les fondements, donc c'est-à-dire dans les contenus, dans les façons d'aborder la langue, d'analyser les phrases, de mieux comprendre et de réfléchir sur la langue. Donc oui, il y a eu des petits changements terminologiques, mais c'est en raison de changements de position par rapport à l'analyse des phrases pour mieux comprendre la langue, les régularités de la langue. Donc, on met davantage l'accent maintenant sur les régularités. On n'apprend plus des petites listes par cœur, bijou, caillou, chou, genou, hibou, joujou, époux, là. Donc, il y en a. C'était efficace, oui, c'était efficace. Mais quand on connaît la règle générale d'accord, on a beaucoup plus de chances d'avoir à orthographier la règle générale d'accord que les exceptions. Donc, on dit, commençons d'abord par les régularités, puis par la suite aussi, il y a des ouvrages de référence qui existent pour, justement, se poser des questions sur les fameux, le pluriel des noms composés, des adjectifs de couleur. Bon, une feuille, c'est pas vertemante, c'est vermente. Mais qui écrit ça souvent dans sa vie? À la limite, il y a des ouvrages de référence, puis on peut consulter. Donc, la grammaire nouvelle, c'est des changements du point de vue des contenus et des démarches aussi. Okay. Mais encore là, il y a de fausses idées dans la population. On pense que on doit plus faire d'exercisation, des exercices pour automatiser les procédures. Et non, les spécialistes, les gens dans le domaine de la didactique du français ou en psychopédagogie vous diront que l'exercitation a toujours sa place, que c'est important à un certain moment donné dans l'apprentissage d'automatiser des procédures. Okay. Mais dans les démarches de grammaire nouvelle, en amont et en aval, on veut instaurer des démarches où il y aura des phases d'observation pour que les élèves soient un peu plus actifs cognitivement, qu'ils réfléchissent, faire des classements, essayer de faire des hypothèses. Mais tout ça doit être validé. Donc là, on s'inquiète pas, on laisse pas les élèves découvrir les règles de la langue française parce que ce genre de démarche-là, les démarches de découverte, ça fait sonner bien des gens, là, mais... On axe un peu plus sur le raisonnement. Oui, le raisonnement, puis justement, pas la réponse, mais la justification à un problème de grammaire. Donc, comment l'élève raisonne? Parce que parfois, même s'il n'a pas la bonne réponse, il comprend pas rien. Il y a des éléments, donc il faut travailler là-dessus aussi, c'est plus motivant. Et ta recherche a démontré quoi, en fait? Est-ce que cette nouvelle grammaire-là est bien appliquée, est bien montrée? Est-ce qu'elle est efficace? Exactement. Oui, ben c'est ça. Moi, tout à l'heure, je vous mentionnais que les gens jetaient le blâme sur la grammaire nouvelle. Ben alors, la grammaire nouvelle, avant de jeter le blâme sur cette fameuse grammaire nouvelle, faut-il qu'elle soit appliquée dans les classes, mise en place, et le résultat est qu'elle n'est pas encore tout à fait appliquée. C'est présentement ce qu'on observe. J'ai observé de réelles pratiques d'enseignants pendant 7, 8, 9 cours et ce qu'on voit, c'est que c'est un syncrétisme, c'est-à-dire qu'on est encore dans la grammaire traditionnelle en ce qui concerne les démarches. On est encore leçon, exercice, application. Il n'y a pas vraiment de phase d'observation, il y en a très peu. Okay. Donc, en ce qui concerne les démarches, c'est assez traditionnel. Les contenus, c'est certain que, ne serait-ce que par les manuels, utilisent la terminologie de la nouvelle grammaire, donc les enseignants se sont un peu... approprier cette terminologie, mais c'est vraiment minimal. Alors, c'est vraiment, ça commence tout juste. Il y a, moi, je dirais que quand je dis que c'est un syncrétisme, c'est que oui, c'est une grammaire traditionnelle avec des éléments de grammaire nouvelle, mais vraiment graduellement. Puis c'est pas catastrophique parce que tout le monde se dit, ah mon Dieu, c'est épouvantable. 1995, ça paraît si loin, mais dans l'histoire de l'éducation, en ce qui concerne les pratiques d'enseignement, c'est c'est très court. Des choses qui évoluent lentement. Oui, les pratiques évoluent lentement parce que les pratiques qu'on a vécues comme élève aussi, quand on a appris le français, on y croit parce qu'on s'est dit, moi, je l'ai appris le français de cette façon-là, donc pourquoi pas répéter? Puis, les cours de didactique de la grammaire commencent tout juste dans les universités québécoises. C'est les balbutiements des cours de didactique. Donc, il n'y a pas eu nécessairement encore beaucoup de formation continue. Il y en a eu un peu, mais ça commence.
Puis la formation initiale est davantage axée sur la grammaire maintenant nouvelle, les démarches, les contenus. Alors on pouvait pas s'attendre 5 ans après les prescriptions ministérielles que ce soit appliqué. Donc alors, c'est difficile à évaluer un peu. Ouais. Oui, c'est que présentement ça commence. C'est un syncrétisme, puis on peut pas dire que c'est la faute de la grammaire nouvelle si les élèves font encore autant d'erreurs. Dernière petite question rapidement. Oui. Est-ce qu'on peut enseigner la grammaire partout dans la francophonie, dans les différents pays, de la même façon, ou s'il y a un aspect culturel à l'enseignement de... C'est certain bon, je vous donne l'exemple, si je pense à la France, la Belgique, la Suisse est davantage collée, ressemble davantage au Québec en termes de pratique d'enseignement de la grammaire, ce qu'on fait présentement là, par rapport à la grammaire nouvelle. La France, malgré le fait qu'ils sont au courant, ils savent très bien que c'est la grammaire qui est préconisée et tout, présentement, c'est des pratiques qui sont davantage, je vois qu'il y a quelqu'un qui vient de la France, mais vous me direz si je me trompe, mais des pratiques qui sont davantage collées à la grammaire traditionnelle. Puis bon, j'ai des collègues françaises qui me diront que c'est plus difficile à faire passer. Okay. Donc, voilà. Marie-Anne Drillard, merci beaucoup. Plaisir. On passe maintenant à Brian Mona et Christian Djoko. Alors, on va parler avec Brian Mona et Christian Djoko, toujours à l'émission Pensée courante de l'Union des savoirs populaires du Québec. J'allais dire Université des savoirs, mais on dit Union des savoirs. Alors, c'est mon erreur. J'aurais mal lu, probablement, ou mal écouté, qui sait. Donc, qu'est-ce que c'est l'Union des savoirs populaires du Québec? Merci beaucoup, Serge. Merci beaucoup, Serge, de nous accueillir. Merci beaucoup, Serge, de nous accueillir à ton émission aujourd'hui. Et surtout parce que c'est une occasion de célébrer, tu dis, ce que les étudiants aux études diplômées de l'Université Laval peuvent produire. Alors, effectivement, l'Union des savoirs populaires de Québec, c'est une création qui date de l'an dernier, au début de l'an dernier, par des personnes autres que moi, mais qui étaient tous des étudiants aux études diplômées à l'Université Laval, aux études supérieures à l'Université Laval. Alors, c'est pourquoi c'est déjà une bonne chose déjà qu'on en entende parler à cette émission ici. Tout à fait. Ça vient d'où cette idée-là? De faire l'Union des savoirs populaires. L'Union des savoirs populaires. D'abord, tu m'as demandé ce que c'est. Ouais. Disons dans un mot ce que c'est. C'est un dispositif collectif d'éducation autonome. OK. On pourrait y revenir. Alors, ici, ce sera peut-être Christian qui devrait se lancer pour nous dire d'où ça vient, quelle est l'origine de cette belle initiative. Oui, je suis membre fondateur de l'USPQ, comme tu le disais tantôt, Serge, qui est l'Union des savoirs populaires du Québec. Ça a été fondé sur le modèle des universités populaires qu'on trouve en France, et même à Montréal, avec l'UPOP Montréal. Et il faut dire que l'Union des savoirs populaires de Québec est née dans un contexte de grève, c'est-à-dire c'est à l'hiver 2012. C'était l'idée de réaffirmer de manière très forte l'idée de gratuité et d'accessibilité à l'éducation et de manière générale au savoir. Donc l'idée n'est pas de se mettre en porte-à-faux avec l'éducation traditionnelle, avec le cursus académique traditionnel, mais de se dire clairement qu'il faut réaffirmer l'idée que le savoir ou l'accessibilité à l'éducation est un bien public qui doit être valorisé comme tel. C'est pour ça qu'on se pose non pas à l'intérieur de l'université, même si aujourd'hui on fait quasiment notre interview, notre entrevue au niveau de l'université, mais l'idée c'est de sortir des murs de l'université pour proposer une éducation alternative ou du moins en parallèle avec ce qui se fait quotidien, du moins à l'université de manière classique. Oui. Et quelles sont les activités? Qu'est-ce que vous proposez? Je vais me lancer, peut-être après tu vas renchérir. On propose très souvent nos activités tournent autour de l'enseignement, c'est-à-dire un volet enseignement, un volet conférence, midi conférence, ciné, philosophie, atelier, etc. Mais il y a aussi un volet il y a un volet enseignement qui tourne plutôt autour des cours qu'on peut offrir, c'est-à-dire que on fait un appel à communication, un appel à contribution. Il y a des gens qui proposent des cours qui peuvent s'étaler sur 5, 6, jusqu'à 12 séances d'enseignement sur un thème quelconque, qui peuvent aller de la laïcité, par exemple, sur la question de la charte, jusqu'au fractal, ou bien juste à l'aviation. Donc, c'est vraiment une mosaïque, c'est très diversifié. Donc, on n'a pas de limitation de ce point de vue. Vous les déterminez comment, ces sujets-là? Il y a un comité scientifique après réception des candidatures qui se réunit pour décider qui retenir par rapport à quoi, par rapport à notre saison, parce qu'il y a des saisons, l'hiver et l'automne.
généralement, jusqu'ici, on n'a pas eu de conférence à l'été. Donc, on planifie ça sur une session. Donc, les gens doivent soumettre leur candidature pour donner un cours. Leur proposition de cours ou de conférence. Qu'est-ce qui détermine le contenu? C'est qu'est-ce que les gens ont à offrir. Alors, on peut demander, puisqu'on est à l'université aujourd'hui, on peut demander aux personnes particulièrement qui sont aux études supérieures, qu'est-ce que déjà vous avez à offrir, que vous soyez en administration ou en philosophie ou en chimie, vous avez peut-être un savoir que vous aimeriez partager en dehors des murs de l'université. Voilà une belle occasion de venir déjà mettre en pratique vos aptitudes communicationnelles. OK. Et ça se fait où? Donc, vous n'avez pas de lieu physique précis, alors vous on a une diversité de lieux auxquels on a fait appel, ou l'an dernier, l'USPQ a fait appel à une diversité de lieux, dont en particulier, il y avait la librairie Saint-Jean-Baptiste, mais il y a aussi eu le café Camailleux, Tam Tam Café, le la JT, et la le JT. SEC. Et quel autre endroit? Le SEC. L'idée, c'est justement de sortir de l'université, mais c'est surtout aussi d'être, parce que on prend pas mal à travers cette union populaire, habiter la ville, tout simplement, habiter la ville, démocratiser le savoir, mais habiter la ville. Et c'est pour ça que notre public n'est pas simplement un public académique, mais c'est un public très large, diversifié. On y rencontre des personnes qui n'ont jamais connu les couloirs d'une université ou d'un cégep. Mais l'idée aussi, c'est que non seulement l'enseignant prodigue un enseignement, mais aussi l'apprenant peut aussi inspirer finalement l'enseignant. Donc c'est un lieu d'échange. Un lieu d'échange, de construction collective des savoirs. Et là, comme vous vous adressez aux étudiants, ici dans le cadre de cette émission-là, c'est aussi un peu un lieu de formation, je présume, pour ceux qui aimeraient enseigner. Ah, tout à fait. Oui, tout à fait. C'est une formation de part et d'autre. Autant de ceux qui vont recevoir un contenu que ceux qui ont à le livrer. OK. Et là, ça s'adresse vraiment à tout le monde, selon ce que vous dites. Donc, le défi doit être grand de vulgariser, si on veut, tous ces sujets-là qui peuvent être très pointus à monsieur et madame tout le monde. Exactement, parce qu'il y a l'une des exigences particulières de l'USPQ, c'est l'exigence méthodologique. C'est la capacité quasiment pour un doctorant ou quelqu'un qui serait tout simplement en maîtrise ou un professeur de rendre le contenu de son enseignement accessible à un public très large, diversifié et, comme je dirais, hétéroclite. Donc, l'idée n'est pas simplement d'avoir une conférence du type Escathédra, mais d'avoir, comme il le disait tantôt, une construction collective des savoirs, un partage, un échange. Ouais. Et comment on peut arriver à distinguer ce savoir-là du savoir qui se donne à l'université? C'est un peu comment on arrive à qualifier ça? Eh bien, c'est sûr qu'on peut s'attendre à ce qu'il y ait des distinctions, mais si vous voulez offrir un cours universitaire au grand public, allez-y. Mais si vous n'avez pas d'inscription, on sera pas répondant de ça. Alors, imaginez un grand public. On a un besoin, un grand public a un certain besoin qui ne correspond peut-être pas à celui au public universitaire. Alors, ce que vous avez à partager, imaginez le public avec lequel vous allez le partager, ça va déterminer votre contenu. Donc, c'est très souple à travers cette formule. La souplesse, je pense que... Non seulement la souplesse est de mise, mais également aucun diplôme n'est exigé. Hein. C'est dit dans la charte de l'USPQ, aucun diplôme n'est exigé. C'est surtout avoir de l'envie, partager l'idée justement d'accessibilité, de gratuité. C'est pas que des bons mots, parce qu'on a déjà une expérience derrière nous et elle était très enrichissante. Donc, on est juste en train de réitérer pour l'hiver 2014 l'expérience. On vous rejoint comment, si on a envie de proposer un cours ou au moins d'assister à ce qui va s'offrir, de voir la programmation? Oui, je suis très content que tu poses la question, Serge, parce que justement, il faut spécifier qu'aujourd'hui, on ne peut pas nous rejoindre. Aujourd'hui seulement. C'est que le site... J'ai essayé d'aller sur le site tout à l'heure, puis il était pas en fonction. Il est en migration. Il est en migration. Alors, mais on a seulement à se souvenir de uspq.org, l'Union des savoirs populaires de Québec. Donc là-dessus, il y a toutes les informations. Toutes les informations. Oui. Okay. Et au niveau du financement, ceux qui font les cours sont bénévoles? Pour l'instant, nous n'avons pas encore d'opération guignolée, okay. mais cela dit, effectivement, c'est une activité bénévole. On a jusqu'ici bénéficié quand même d'un soutien de la chaire de philosophie dans le monde actuel, mais on reste ouvert à tous les dons en la matière. Parfait. Et si on veut assister aux différents cours qui seront offerts à la programmation, est-ce qu'on doit s'inscrire avant? Ou on se présente seulement sur place et on espère qu'il y ait de la place? Les cours qui vont être offerts vont être annoncés sur le site Internet. Ça va être possible aussi de s'inscrire à l'avance. Et selon les inscriptions, le cours pourrait être offert. Mais par contre, si le cours est offert, c'est sûr que si vous vous présentez, il n'y aura pas de problème non plus. Okay. À moins que ça soit salle comble, là, puis qu'on borde les portes, là, on va vous admettre.
Ben merci beaucoup de cette initiative. Merci beaucoup. Bonne chance dans la suite des choses. Christian Joko, Brian Mona, merci beaucoup. Et c'est ainsi que s'achève notre émission du mois de novembre. Nous avons été sollicités à poser des gestes généreux en cette période des fêtes qui s'amorce, à partager le pain des conversations. Nous avons fait une escapade dans la création littéraire. Nous avons tenté de rendre le savoir plus accessible en repensant les lieux de partage des connaissances. Nous avons constaté qu'apprendre la nouvelle grammaire n'est pas plus facile qu'arriver à l'enseigner. Et nous avons été témoins de l'originalité d'une proposition de nos étudiants lors de concours d'aménagement suisse. Merci à tous nos invités, Jean-François Laroche, Dominique Morin-Robitaille, Marie-André Laure, Brian Mona, Christian Joko, Gabriel Marcoux-Chabot, Estelle Houguet et Diane Ngom. Merci également à nos partenaires qui rendent accessibles nos activités. Pour l'émission de radio, l'Université Laval et l'Association des diplômés, mais aussi Impact Campus, Chiz, les presses de l'Université Laval, la bibliothèque, le service de placement, le service des résidences, le syndicat des professeurs de l'Université Laval, la Faculté des études supérieures et postdoctorales, de droit, de foresterie, géographie, géomatique, des sciences sociales, de philosophie, vice-rectorat aux études et aux activités internationales. Je vous rappelle les prochaines conférences de la chaire publique, 29 janvier, médecine du cerveau, 12 mars, eau potable, 26 mars, transhumanisme, c'était Pensée courante en direct du Café Foyer. Mon nom est Serge Bonin et comme nous faisons relâche au mois de décembre, je vous donne rendez-vous le 28 janvier, dernier mardi du mois, pour une autre émission aux couleurs des études supérieures. Joyeuses fêtes à tous.